Merci, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de Symfony 4 et je vais essayer de vous donner des clés qui permettent de savoir pourquoi c'est un bon framework, pourquoi c'est un bon choix. Si on a le temps, on devrait avoir le temps, je vais essayer de vous faire des petites démos et puis je vais essayer aussi d'être à votre disposition pour une discussion, des questions, si vous en avez. Donc réfléchissez-y, si vous avez pendant ce temps-là, pendant que je parle, des idées qui vous viennent, notez-les. Donc Nicolas Gricas, je bosse pour Sensio Labs, où je bossais pour Sensio Labs, puisque depuis janvier, on a découpé l'entreprise en trois. Et moi, je suis parti dans le bateau qui s'appelle Symfony. On a créé une entreprise qui s'appelle Symfony. Et avant, je bossais pour Blackfire. Blackfire, c'est un profiler PHP qui permet d'instrumenter le code et de voir des call graphs de performance et de savoir tout de suite pourquoi une application est lente. L'entreprise Symfony, son job, aujourd'hui, c'est d'investir sur le framework, de monter les conférences, et d'essayer de créer un modèle économique viable directement à partir du framework. Évidemment, le framework est gratuit, il va le rester, mais on crée des outils autour. Sensualab fait du service et de l'accompagnement professionnel autour du framework. Une grosse partie de mon temps quotidien, c'est de contribuer sur Symfony, le logiciel open source. Je dois être le seul committeur vraiment payé à faire ça. Donc Symfony, c'est un framework totalement communautaire. Et j'ai la chance de bosser avec Fabien Potentier qui me donne ce temps-là pour à la fois allier une passion, parce que j'adore faire ça, et puis servir et faire avancer le framework. Donc ça fait beaucoup de contributions au cours du temps. 10 000 contributions, c'est pas mal. À propos de questions, ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui viennent d'arriver, il y a ce site, lido.com. Si vous rentrez ce code sur cet écran, il y a une interface qui permet de poser des questions. Je ne sais pas si ça va marcher. Je l'ai fait une fois, ça a marchouillé. Donc ça sera la deuxième fois éventuellement où ça marche peut-être. N'hésitez pas, je regarderai ça à la fin. On y va. Alors, Symfony. Symfony, c'est un framework. En fait, Symfony, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a beaucoup de connotations et de sens différents derrière ce mot. D'un point de vue technique, Symfony, c'est un repository. Symfony, c'est github.com/symfony/symfony. Et là-dedans, il y a un repository monolithique qui contient plein de sous-dossiers. Et les sous-dossiers, on les découpe. On les découpe avec des automatismes, avec un Git subtree splitter, qui est un process automatisé qui découpe ça en plein de petits bouts. Chaque petit bout étant un composant indépendant. Un composant indépendant, c'est une librairie, un truc qui sert à quelque chose, qui couvre un domaine fonctionnel. Le routeur, l'injection de dépendance, il y en a 48, je ne m'en souviens plus. Le but, c'est que chacun de ces composants soit juste utile et que vous puissiez l'utiliser que lui. Donc quand on dit Symfony, c'est un framework, qu'est-ce que ça veut dire framework? Ok, Symfony, c'est 48 librairies, c'est une collection de librairies. C'est d'abord ça. En fait, tout en bas, vous voyez, c'est plutôt 110 packages. 48, c'est les composants qui sont cœur de Symfony. Et puis en fait, il y a plein de packages périphériques qu'on gère aussi, qui sont aussi des repositories open source. Et il y a aussi des projets satellites comme Twig, que vous utilisez peut-être. Au total, si on additionne le téléchargement de tous les composants sur toutes les versions, on obtient 2 milliards de téléchargements aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Ça doit être un des projets qui a le plus de téléchargements cumulés sur cette métrique. Ça sert à rien, mais c'est quand même cool. Voilà. Les vanity metrics, c'est sympathique. Symfony, c'est aussi utilisé comme fondation de beaucoup de frameworks et beaucoup d'applications open source. Donc j'en ai listé quelques-unes qui sont les principales qu'on liste aussi sur le site symfony.com. Donc vous connaissez Drupal avec la version 8. Vous connaissez Joomla, vous connaissez Magento, PrestaShop, EasyCommerce, Silus, Shopware, Laravel, Oro CRM, Akeneo, etc. etc. Il y en a beaucoup et chacun utilise Symfony à sa sauce. Et ça, c'est un des succès de Symfony, c'est grâce à cette histoire de composants. Quand je dis Symfony, utilise Symfony à sa sauce, c'est que il y en a peut-être là-dedans qui n'utilisent que le composant console, parce qu'ils ont juste besoin d'un outil pour faire des consoles. Et il y en a d'autres qui utilisent ce qu'on va appeler le Symfony Full Stack Framework, où là, on prend un maximum de composants, voire tous les composants, on les configure ensemble, avec un peu de glue, et puis on obtient une expérience, qui est l'expérience du framework Symfony. C'est peut-être ça que vous avez comme ressenti quand on dit travailler en Symfony. Ça veut peut-être dire travailler avec le framework full stack, mais ça veut aussi dire évidemment travailler avec les composants individuellement. Symfony, c'est le framework le plus performant d'après des benchmarks auxquels je n'ai pas contribué.
C'est des benchmarks sur des Hello World. Donc là, on mesure l'overhead du framework quand il ne fait rien, ou plutôt quand vous ne faites rien avec. Encore une fois, bah, c'est pareil, hein, évidemment. C'est utile de savoir que ça prend un peu plus d'une milliseconde à bootstrapper et puis à dire coucou. Mais je crois que ce que vous allez mettre à l'intérieur va prendre de toute façon plus de temps, donc ce n'est pas forcément toujours significatif et pas forcément le critère principal pour choisir un framework. Par contre, c'est quand même utile, et je pense que c'est ça le message que je retiens, moi, c'est utile de savoir que le framework est là pour vous accompagner et n'est pas la limite de vos développements et n'est pas la limite de la performance de vos applications. Ça va souvent être à vous de travailler pour que ça aille plus vite, et le framework est déjà pas mal optimisé. Je vous disais, Symfony, c'est aussi un écosystème, donc Twig, par exemple, que j'ai utilisé tout à l'heure, mais il y a aussi des solutions qui sont très adhérentes à Symfony, voire construites en Symfony, et qui font que l'écosystème contient des solutions à des problèmes compliqués, complexes. Et j'en ai trois ici, trois catégories. Il y en a un, c'est API Platform. API Platform, c'est un framework, une solution qui permet de faire des API REST et GraphQL. À mon avis, c'est personnel, mais c'est la solution la plus avancée, toute technologie confondue, pour faire des API. REST, hypermédia, GraphQL. Très franchement, je suis bluffé par le job que les gars ont fait à relire ces RFC, 8OAS, Swagger et compagnie, etc. Tout ce qui est JSON hypermédia. Et là, vous décrivez juste une entité, ses relations, et très rapidement, vous obtenez une API complètement automatisable et standardisée, qui fonctionne, donc je disais, REST et GraphQL. Il n'y a pas de compétition entre les deux, il y a des use cases pour chacun d'eux. Ensuite, Cilius, qui est un autre exemple. Cilius, c'est un framework e-commerce. Et Cilius, ils ont aussi adopté Symfony comme fondation, et ils ont adopté Symfony comme... la même philosophie que Symfony, c'est de faire des briques découplées. Donc Cilius, on dit, c'est une plateforme e-commerce. En fait, Cilius, c'est aussi un paquet qui sert à faire des paniers, et qui fait que ça. Un paquet qui sert à faire du marketing par email, du direct marketing. Et donc, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont toutes individuellement des fonctionnalités utiles à de l'e-commerce et qui sont toutes ensemble un framework d'e-commerce. Et la dernière catégorie que j'ai marquée ici, c'est les solutions d'admin-gen, parce qu'on n'a pas envie de passer notre temps à coder du back-end. C'est beaucoup mieux quand le back-end se crée automatiquement ou plus ou moins automatiquement pour que derrière, on passe du temps à coder la feature que les utilisateurs verront et que les gens qui ont le mot de passe admin, eux, ils cliquent sur des interfaces un peu plus rustiques, si on peut dire. Et donc pour ça, il y a Admin Component, qui est fait par la même équipe que API Platform, et qui est une espèce de single page app, qui utilise tous les liens hypermédias qui sont disponibles dans l'API, dans une API REST, fournie par API Platform ou pas, et construit une interface graphique pour ajouter, supprimer, éditer des items dans la base. Et il y a d'autres trucs plus basiques. EasyAdmin, ça marche très bien, ça se colle sur une database, et puis ça fait le job pour beaucoup de cas. Sonata Project, qui est le projet d'admin back-end, le historique, qui est très adhérent à Symfony, et qui permet, là, pour le coup, de faire des fonctionnalités avancées et de coder un admin-gen en utilisant les briques du projet. Voilà, donc ça fait que vous avez plein de solutions et pas seulement des briques. Il y a plus de choses, parce qu'il y a construire des features, ça c'est ce qu'on veut faire, mais il y a aussi tout le tooling. Parce que Symfony, c'est la partie qui va gérer la réponse aux requêtes HTTP, typiquement, parce que c'est quand même son job. C'est un framework HTTP ou des solutions pour le domaine HTTP. Et puis, quand on est dans le domaine HTTP, il y a du front, parce qu'il faut envoyer des assets au browser, il faut compiler les assets. Vous savez qu'aujourd'hui, évidemment, on n'envoie pas juste le JavaScript qui est dans un dossier. Et puis, il faut aussi faire de l'intégration continue, des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, il faut les déporter dans des tests fonctionnels browser, donc de la browser automation. C'est pour ça. Donc ça, c'est les deux solutions que j'ai marquées, que j'ai affichées sur cet écran. Webpack encore, vous connaissez Webpack. Webpack encore, c'est une surcouche à Webpack. C'est un builder de configuration pour Webpack qui permet en quelques lignes d'exprimer une configuration Webpack qui prend 3 km de long autrement à faire. Voilà. Donc vous dites active-moi TypeScript et il se débrouille pour activer, pour faire toute la configuration qui va bien. Pour permettre d'activer TypeScript. Pareil pour l'obfuscation, pareil pour la minification, pareil pour activer du SAS, activer tout ce dont on a besoin et qu'on configure dans Webpack va beaucoup plus vite avec encore. Panther, Symfony Panther, c'est
une implémentation où ça utilise plutôt le protocole WebDriver, qui est un protocole implémenté par les browsers principaux d'aujourd'hui, donc Firefox, Chrome pour les citer, et qui permet de les automatiser. Et donc, du coup, de faire jouer des scénarios fonctionnels au browser directement, donc de bénéficier du JavaScript et de pouvoir cliquer sur des liens générés par du JS, du React, ce que vous voulez, en interaction avec la base de données, évidemment, parce que c'est un browser qui est complètement scripté. Voilà. Et donc ça, pareil, c'est fourni par Symfony pour permettre à des vrais projets complets de trouver des solutions dans l'écosystème. Ces deux choses-là fonctionnent indépendamment de Symfony. Vous pouvez utiliser Panther sur votre projet qui n'a pas une goutte de PHP, et Webpack encore, idem. Symfony, c'est beaucoup de process. C'est pas que du code. Et même, je pense que c'est le plus important, en fait, dans Symfony. Il y a ce code. Le code, c'est un truc qu'on peut lire, on peut l'ouvrir, on peut en discuter, on peut l'améliorer, on peut le critiquer, voilà. Ce qui compte dans Symfony, c'est que le code, il vient avec un environnement et une façon de faire, donc des process, qui permettent d'obtenir de la qualité logicielle. La qualité, c'est un process, c'est pas juste un état. Donc, Symfony, 10 ans d'innovation continue. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de technos qui, au bout de 10 ans, sont encore là et continuent à créer le buzz, si on peut dire. En tout cas, j'ai l'impression que Symfony 4, les gens adhèrent. C'est une des clés, enfin un des critères, ou un des process plutôt, c'est d'adopter les standards. Depuis le début, quand il y a des standards, on essaye absolument de construire par-dessus, plutôt que de construire nos innovations dans notre coin, auxquelles personne ne va s'intéresser in fine, parce qu'on est quand même une toute petite communauté dans la communauté du web. Donc, on prend HTTP, on construit des frameworks HTTP par-dessus, et puis beaucoup d'autres standards, je vous en passe citer quelques-uns tout à l'heure, mais qui vont nous permettre du coup d'outsourcer, de déléguer la vérité ou une certaine vérité ailleurs, ce qui permet d'avoir raison, ce qui évite d'avoir tort en fait dans la durée. C'est conçu pour être découplé. Ça, c'est l'histoire des composants, vous avez compris, on a 48 composants, chacun est découplé, chacun fait son job dans son coin, et vous pouvez les utiliser indépendamment les uns des autres. Interopérable, parce que on va coder suivant des abstractions, donc on va déclarer des interfaces, et quand des groupes de standardisation plus importants ou plus globaux, généraux, on va dire, que Symfony propose des interfaces, et que ça fit le domaine ou les domaines auxquels Symfony va s'intéresser, on va essayer de construire par-dessus, de telle sorte que vous puissiez switcher et prendre une autre implémentation par la suite. J'ai un exemple en tête qui est le composant cache. Le composant cache, il utilise des interfaces qui sont fournies par un groupe qui est le PHP Forum Interoperability Group. Et donc, Symfony Cache, c'est une implémentation de ce truc. Et il y a d'autres implémentations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez partir avec une autre implémentation et switcher vers Symfony ou vice-versa, ça marche. Vous pouvez aussi, évidemment, construire vos propres implémentations. C'est aussi tout l'intérêt. On a tout automatisé. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais pour avoir ces 110 paquets et pour les releaser, on fait une release tous les mois, vous allez voir ça tout à l'heure. Pour les releaser, il faudrait y passer des heures, juste si on voulait appliquer les 100 tags tous les mois sur chacun des repositories. Donc évidemment, tout est automatisé. Et c'est comme ça qu'on arrive à se projeter et qu'un groupe de personnes restreint arrive à se projeter et à avoir un effet de levier important sur ce groupe de code, cette quantité de code et tous ces process. Bon, le dernier item, il y a des professionnels partout. Vous allez trouver peut-être des jobs, des entreprises qui vont recruter des gens qui font du Symfony. Si vous avez un projet à réaliser, vous allez trouver plein d'entreprises qui savent les réaliser en utilisant les technos Symfony. Et ça fait que ce n'est pas juste une technologie fun, mais c'est plus que ça, c'est aussi une technologie professionnelle et ça compte énormément au moment de choisir la techno. Ça marche parce qu'il y a une communauté derrière. Je ne peux pas insister suffisamment sur ce point. Symfony, c'est une communauté. Symfony, c'est des gens. Et Symfony, les gens, c'est vous. Moi, je suis là aujourd'hui en tant que contributeur, en tant que gars qui commit dans le code, dans le framework. Il n'y a pas de distance entre vous et moi. Il n'y a aucune distance, en fait, entre vous et le framework. Le framework, c'est vous. Symfony, si aujourd'hui on en parle, c'est parce que vous en parlez. C'est parce que les gens en parlent. Et Symfony, si aujourd'hui c'est
encore relevant 10 ans après? C'est parce que les gens continuent à s'y intéresser, continuent d'en parler. Alors, comment la communauté est structurée? C'est assez classique. Il y a une vingtaine de personnes qui sont dans la core team. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont passé plus de temps que d'autres à regarder comment ça marchait, et surtout, ils ont compris plus que d'autres les process de Symfony. En tout cas, ils ont cette responsabilité, quand ils relisent les contributions et les pull requests que tout le monde va faire, de mettre ce grain de sel et cette vision associée au process, en disant là, cette façon de faire là, ça casse la backward compatibility, et on a un process qui dit c'est pas autorisé. Voilà. Donc évidemment, un contributeur random qui arrive, qui n'est pas au fait de ces process, a besoin de quelqu'un pour lui dire il y a des process, on va faire comme ça, il y a des raisons, des documents qui expliquent pourquoi. Donc la core team, c'est juste des gens qui connaissent un peu mieux les process que les autres. C'est pas des gens qui codent mieux que les autres, ça n'existe pas. Ensuite, c'est 2000 contributeurs accumulés au cours du temps, de la correction de typos, d'indentation, à l'écriture de composants en entier. Ça continue tous les jours. On a plus de... Enfin, je n'ai même pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on a 2 voire 3 pull requests mergés par jour, tous les jours de la semaine, 7 jours par semaine. Donc ça fait beaucoup de contributions de tout le monde. La communauté fournit aussi du support. Ça veut dire qu'il y a Stack Overflow, les gens répondent dessus. Il y a un Slack. Sur le Slack, il y a beaucoup d'activités. Il y a toujours des gens qui sont prêts à rendre service. J'ai personnellement rencontré très peu de monde là-dedans, mais ça fonctionne en très bonne intelligence. Et il y a des nouveaux qui arrivent tout le temps. Et puis, il y a aussi évidemment les issues sur GitHub, où les gens vont travailler en permanence pour essayer de soit identifier, aider les gens à sortir des bugs, comprendre les problématiques pour avancer. La co-opetition, ou une version un peu plus agressive de la coopération. Le monde de la technologie est en permanence en mode troll, en mode flameware, en mode drama, parce qu'il y a tel techno qui est mieux que l'autre, tout le monde se compare à l'autre. C'est un joyeux bouillonnement, c'est sympathique, il ne faut pas trop s'attarder au côté émotionnel, parce que je pense que ça peut être un peu trop dur, mais il y a tout le temps des gens qui amènent des nouvelles idées, et c'est ça qui est génial dans l'open source, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous tacler pour vous dire « Attention, il y a une meilleure manière de faire, ou je pense que cette façon de faire, c'est une mauvaise base, et qui propose des nouvelles bases. » Et donc, on a parlé de Laravel tout à l'heure, où Laravel, en tout cas, c'est un framework qui apporte des tas de nouvelles idées. Et des tas d'idées que Symfony, en tant que groupe, en tant que personne qui pense d'une certaine façon et qui donc a produit ce code, ne peut pas produire. Il y a des idées, on est tous restreints avec notre vision, nos œillères, on a tous les œillères de notre vie qui vont nous accompagner toute notre vie. Ça marche aussi pour les groupes. Symfony est capable de produire quelque chose, et Laravel a produit quelque chose de surprenant. Et de cette surprise naît beaucoup de choses nouvelles. Et je dis Symfony, mais c'est un exemple. Tout le monde contribue à ça individuellement à son échelle. Dernier point, CARE, c'est l'acronyme de l'équipe qui s'occupe du Code of Conduct de la communauté Symfony. Donc c'est la Code of Conduct Active Response Enforcer. Bon, vous comprenez, on l'a un petit peu travaillé pour que ça fasse Care Team. C'est des gens qui se soucient des autres dont la responsabilité c'est de se soucier des autres, et c'est de s'assurer que les standards d'interaction entre les gens sont suffisamment élevés pour qu'il n'y ait pas de problème de discrimination en particulier et par exemple. Le point principal, c'est de dire que tout ça est une aventure humaine et que cette aventure humaine, c'est ça qui compte. Le code, ce que je vous disais tout à l'heure, le code Symfony, ça fait 10 ans que ça dure, c'est pas parce que le code il est bon depuis 10 ans, c'est parce que depuis 10 ans, il y a des gens. Et ces gens travaillent en bonne intelligence. Et ça, je pense que vous le réaliserez, on le réalise tous au cours de sa vie, tous les jours, et dans la durée, que c'est compliqué d'interagir avec les gens. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on le prend personnellement, alors qu'il n'y a rien de personnel, il y a des trolls en plus, c'est juste la foire. Mais c'est quand même passionnant. Ça vaut le coup de s'investir sur le sujet et de dire je me soucie des autres, et en tout cas je me soucie que les autres aient une place à côté de moi et dans le groupe. Ça marche pour tous les groupes, pas que pour Symfony. Voilà. Le message là-dessus, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas de distance, tout ça, ça doit vous appartenir. Ok, je passe au point suivant. Symfony, c'est prédictible. Dans la durée, vous pouvez faire de la planification et vous pouvez anticiper
et vous synchronisez sur les versions et sur la façon dont vous allez ensuite pouvoir bouger de version, upgrader de version dans le temps. Donc, on a un process de release qui est basé sur le temps. Tous les 6 mois, on release une nouvelle version mineure. Une version mineure, c'est une version qui ajoute des features. C'est pas terrible de dire mineure, donc on a une nouvelle release de features. Ça, c'est tous les 6 mois, et on incrémente le deuxième numéro. Donc on passe de, aujourd'hui, on est plutôt à la 4.1, et à la fin du mois, on aura fini un cycle de 6 mois, et on va passer à la 4.2. D'accord? Donc ça arrive tous les 6 mois, et c'est des releases mineures. Tous les 2 ans, on fait des releases majeures. Une release majeure, c'est une release qui casse la backward compatibility. Cette cassure de compatibilité, je vais vous expliquer après, mais on va essayer de la rendre la plus continue possible malgré tout. Et le Symfony 4 n'est pas un framework différent de Symfony 2. En fait, il y a une vraie continuité entre les deux. Mais il y a des trucs techniques que vous devez changer si vous voulez passer de la 2 à la 3, puis de la 3 à la 4. Tous les 2 ans aussi, on release une dernière version mineure. Donc c'est la 3.4 actuellement, qui est une version qui a une durée de maintenance. Donc on va corriger les bugs, la communauté va corriger les bugs pendant 3 ans, plus 1 an pour les problèmes de sécurité. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la LTS. La 3.4 LTS, si vous commencez aujourd'hui, vous savez que pendant 2 ans, les bugs qu'on va trouver, que la communauté va trouver, seront aussi corrigés. Ma recommandation aujourd'hui, ce serait plutôt de dire, comme tous les 6 mois, vous pouvez upgrader de façon continue sans backward compatibility, enfin sans cassure de compatibilité, commencez par la version stable actuelle, la 4.2 dans 2 semaines, la 4.1 aujourd'hui, et puis tous les 6 mois, encouragez vos devs, encouragez vos équipes, encouragez-vous à passer à la version suivante. Et puis arrêtez-vous éventuellement à la dernière LTS, comme ça vous allez pouvoir continuer pendant 2 ans avec la même version majeure, mais faites aussi l'effort de fixer tous les problèmes de forward compatibilité, je vais vous expliquer comment après, pour ensuite être prêt pour faire le switch pour la version suivante. Donc, à propos de migration, le but, et on a essayé de créer des process, on les a inventés en version 2.7 et on a amélioré ça en version 2.8, donc ça fait 3 ans. On a essayé de créer des process pour vous permettre de passer de la version 2 à la version 3, la version 3 à 4, la 4 à la 5. Le Symfony 1, c'est un framework totalement différent, ça pourrait s'appeler autrement de Symfony 2. Symfony 2, 3, 4, 5, ça pourrait juste s'appeler Symfony parce que c'est la même chose. L'incrément est technique, essentiellement. Donc, on suit la recommandation, le standard, Semantic Versioning, ça c'est le nom du standard et des process qui permettent, ou plutôt qui donnent un sens à chacun de ces 3 numéros de version, majeur, mineur et la version de bug fix. Je ne l'ai pas dit, mais les bug fix, on en release tous les mois à peu près. On a une backward compatibility promise, qui est une version technique, une déclinaison technique de cette histoire de ne pas casser la compatibilité d'une version mineure à une autre. Et puis, on a aussi des notices de dépréciation qu'on rajoute dans le code, parce que quand on dit version mineure, nouvelle feature, dans les nouvelles features, on inclut aussi le fait de déprécier certaines features. Donc, on dit telle classe, telle méthode de la classe, telle façon de configurer son application est dépréciée. Ça marche encore, parce qu'on a promis qu'on n'allait pas les casser, mais il y a une petite notice maintenant qui apparaît qui dit si tu continues à utiliser cette façon de faire, à la prochaine version majeure, ça ne marchera plus. Il faudra faire autrement. Je reviens là-dessus et j'insiste. J'aime bien voir ça comme ça. Symfony, il y a un truc. Si on me demande quelle est la feature favorite de Symfony, c'est ça. C'est la capacité de déprécier du code et de le mettre à la poubelle à la version d'après. En anglais, ça veut dire ça. Symfony a des process pour supprimer du code. Et ça, c'est vraiment ouf. Je veux dire, pourquoi Symfony continue à réussir à innover? Parce qu'on met à la poubelle tout le passé. Pourquoi les nouveaux frameworks sont hype et pourquoi les nouveaux frameworks ont un démarrage de fou, très rapide? La réponse c'est parce qu'ils n'ont pas les lestes du passé. Et pourquoi les projets meurent? C'est peut-être parce qu'ils s'étouffent sous leur propre poids. Grâce à ce process, on est capable de supprimer les idées qui ont trouvé des alternatives meilleures avec le temps. Et ça, c'est grâce à ça que je ne peux pas vous dire ce que sera Symfony 5, ni 6, ni 7. Ça sera peut-être totalement différent. On y sera juste allé sans casser tout l'écosystème entre-temps. C'est grâce à ça aussi, je vous parlais de performance tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'on est capable d'améliorer la performance de Symfony. C'est encore une fois un benchmark synthétique
qui compare le Hello World, mais cette fois-ci, c'est au cours du temps. On prend Symfony 1, c'est à condition égale par ailleurs. On prend Symfony 1, on essaie de générer le Hello World de base, et on a 200 millisecondes. Même machine, même version de PHP, même CPU, tout pareil. Autrement dit, Symfony 1, il a un overhead de malade, il fait plein de choses. C'est un truc qui fonctionnellement active tout. Ça peut tout faire. Et puis ça le fait d'ailleurs même pour dire coucou. Ensuite, Symfony 2.8, là on a un framework qui, pareil, fournit une expérience complète, mais dégraisse un petit peu les choses. En ligne de code, ça ne se voit pas trop. Symfony 3.4, là on a commencé à dégraisser, on a commencé à virer un peu le passé, et puis on gagne des millisecondes. Et Symfony 4, là c'est vraiment la diète. On a énormément réduit l'overhead du Hello World, donc l'overhead minimal du framework. Et cette fois-ci, on passe sur cet exemple sur un 30 millisecondes. Ça fait une grosse différence avec le point de départ. Un nombre de lignes de code, un nombre de fichiers, un impact mémoire qui est extrêmement réduit. Ça tombe bien, on veut tous faire des petits microservices, des petites choses qui marchent très vite, qui bootent très vite. On est dans le sens de l'histoire. Tout ça, c'est contribué par la communauté, évidemment. Vous allez peut-être me demander tout à l'heure, c'est quoi la roadmap de Symfony? Qu'est-ce qu'il y aura dans Symfony 5? Je suis incapable de vous le dire. Parce que c'est vous qui allez me le dire, en fait, au cours du temps. Et c'est la communauté qui va dire Symfony, ça doit aller par là. Et puis un autre qui dira ça doit aller par là. Et puis au final, ça ira là où la communauté l'emmènera. Alors, quelques éléments caractéristiques d'une application Symfony. Des piliers en lien avec tout ce qui est Ops. Et développement aussi. Le premier, c'est que Symfony, ça utilise de l'injection de dépendance. Une application Symfony, c'est une application qui est routée, qui est vraiment ancrée autour du composant d'injection de dépendance et autour d'un conteneur d'injection de dépendance. C'est le truc qu'il ne faut pas utiliser. Si vous avez l'objet conteneur dans vos applications, si vous le manipulez, c'est sûrement qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Par contre, c'est lui qui doit faire tout le boulot sous la table. Il doit vraiment, en l'occurrence, il branche toutes les classes, il instancie les objets, il s'assure que les objets ont bien leur dépendance injectée, et il va vous encourager, du coup, parce que les automatismes qu'il fournit sont tellement simples à utiliser, il va vous encourager vous-même à écrire du code qui va être découplé du framework. C'est fantastique d'avoir un framework qui, quand on l'utilise à fond, permet d'être découplé du framework. C'est ça que permet le composant d'injection de dépendance dans Symfony, et donc on est totalement aligné, et d'ailleurs la totalité du framework est conçue autour de ces 5 lettres, que vous avez sûrement déjà vues, qui sont des piliers d'engineering, d'architecture logicielle, qui nous donnent des guides pour faire des architectures maintenables dans la durée, et qui soient capables d'évoluer face aux changements de contraintes du domaine dans lequel vous travaillez. Un truc Ops, cette fois-ci, vraiment Ops, mais qui a des impacts sur l'expérience et sur le développement de Symfony, c'est qu'une application Symfony, c'est une application compilée. Ça peut être surprenant, parce qu'on est en PHP, PHP c'est un langage dynamique, mais il se trouve qu'entre la configuration et le code que vous écrivez, il y a une étape de compilation, qui est une étape qui consiste à générer du code PHP, qui permet d'avoir une performance maximale, parce qu'on va exécuter du code PHP natif pour instancier vos services, plutôt que de l'indirection et des trucs au runtime, qui fait que il y a aussi, en termes d'expérience de développement, il y a un moment où vous allez ressentir, quand le cache de compilation est froid, vous allez ressentir au refresh une petite lenteur qui va consister à ce temps de compilation. Mais en prod, évidemment, vous allez vous arranger pour que cette compilation soit faite offline. Et donc, au moment des déploiements, je vous encourage à essayer de réfléchir à des stratégies de déploiement qui vont vous permettre, sur une machine qui n'est pas connectée à Internet, ou qui est connectée mais qui ne reçoit pas les requêtes entrantes en tout cas, de lancer les commandes pour refresh le cache, ou plutôt pour le générer. On a même des cache warmers. Des cache warmers, c'est des choses qui vont regarder au-delà de la configuration pour essayer aussi de préchauffer les artefacts dont vous avez besoin ou dont l'application aura besoin. J'ai un exemple en tête qui est tous les templates Twig. Ceux-là, donc, qui sont écrits dans ce langage Twig, qui va être du coup compilé en PHP. Tout ce process de compilation, c'est mieux de le faire offline. Si vous ne le faites pas offline, vous démarrez une application, vous la mettez en prod, et les premiers utilisateurs sur l'application vont ressentir une lenteur
liées au temps de compilation du template Twig ou de tous les autres systèmes de cache qui sont compilés. Si vous avez une vraie prod, vous pouvez juste péter la prod. Parce que ça prend du temps CPU. Si vous avez tous vos fronts qui se mettent à faire des choses que vous auriez pu faire offline, ça peut crasher la prod. J'ai mis un petit lien en bas, Reproducible Builds. C'est un standard émergent, un manifeste, une recommandation émise par un collectif de plusieurs technologies. Symfony est juste une techno et PHP est juste une techno parmi toutes celles qui contribuent à cette initiative, qui est une initiative qui consiste à recenser les bonnes pratiques pour faire ce qu'on appelle des builds reproductibles, c'est de dire qu'à source donnée, l'artefact compilé doit être vérifiable cryptographiquement. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier tous les octets, tous les bits générés du dossier avec tout le cache warmé, et ça doit être exactement la même chose. Le bénéfice, c'est que vous pouvez, un des bénéfices en tout cas, c'est que vous pouvez vérifier le binaire. Vous générez ça, vous générez une signature cryptographique, vous envoyez ça quelque part ailleurs, dans un système de déploiement, vous êtes capable de vérifier très facilement si le système a été corrompu ou pas. Parce qu'il suffit juste de prendre le hash de tout ce petit monde et on vérifie les signatures. Ça veut dire aussi que ça marche, alors ce n'est pas une garantie, mais c'est quand même assez cœur, c'est que l'artefact compilé, il est plutôt read-only. Et donc, en fait, Symfony, moyennant peut-être quelques configurations pour les dossiers de cache dynamiques, mais Symfony peut être déployé sur des environnements read-only, ça marche. Il y a des tas de gens qui le font. Grâce à cette caractéristique, et plutôt au travail qui a permis d'atteindre cette propriété de build reproductible. Et la dernière petite chose qui est sûrement une chose que vous connaissez, je ne sais pas, qui est le 12 Factor Manifesto, qui est un manifeste qui nous explique que les variables d'environnement, c'est génial parce que ça permet de reconfigurer dynamiquement une application. Quand on dit compiler, par exemple, l'adresse IP, l'adresse IP, le mot de passe de connexion à la base de données, où est-ce que vous le mettez? Est-ce qu'il est dans l'artefact de compilation ou pas? Ce que va dire le manifeste, c'est non, on va laisser un trou à cet endroit-là, et le trou va consister à un appel dynamique à la lecture de l'environnement qui va permettre dynamiquement à cette application compilée de lire le endpoint pour se connecter à la base de données. Et en faisant ça, vous obtenez une scalabilité maximale. Vous obtenez là et aussi une haute disponibilité maximale. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une application qui est en prod, qui est cette application avec des trous, remplis par les variables d'environnement. Et si vous êtes en setup haute disponibilité et que, par exemple, cette base de données-là crash, c'est instantané de reconfigurer et de dire à l'application, maintenant, il faut aller sur le deuxième serveur de base de données, sans aucun redéploiement, sans avoir juste rien d'autre à faire que de changer la valeur de cette variable d'environnement. Ça marche aussi pour tout ce qui est évidemment scalabilité horizontale, où vous avez la possibilité très facilement de prendre le même binaire, vérifié, read-only, et de le multiplier à l'infini sur autant de fronts pour absorber la charge, et de reconfigurer chacun de ces fronts, ou de configurer dynamiquement chacun de ces fronts pour qu'il aille sur son réplica de base de données, quelle qu'elle soit. Ou de microservices, ou de n'importe quoi, de services réseau en général. Voilà. Je change de sujet. Symfony 4. Symfony 4, c'est, je vous ai dit, quelque chose de minimaliste. Pour créer un projet Symfony, on commence avec Composer, une des commandes de base de Composer. Composer, create project, Symfony, skeleton, et le nom du dossier à créer. C'est tout. Les versions précédentes de Symfony avaient cet overhead de vous demander de peut-être télécharger un zip, de le dézipper, ou alors d'utiliser un script PHP qui permettait de faire ce boulot pour vous. C'était un peu compliqué. Maintenant, on a complètement standardisé sur Composer, Composer qui étant le package manager de PHP. Et juste avec cette commande et avec ce repository Symfony Skeleton qui contient un composer JSON, qui est le fichier qui décrit les dépendances nécessaires, on charge, on installe les dépendances et on est prêt. On a une application minimaliste. Je le ferai tout à l'heure en démo. Je vais continuer jusqu'au bout de mes slides si vous voulez. Et puis après, si on a du temps, on pourra essayer de jouer un tout petit peu avec. Une fois que vous avez lancé ou vous êtes entré dans ce dossier démo, il y a une structure, un layout qui va être standardisé, qui va vous permettre de vous y retrouver tous et d'avoir une équipe ou une standardisation des pratiques dans votre équipe. Donc le dossier config pour tout ce qui est relatif évidemment à la configuration, bin pour les scripts qui vont être lancés en ligne de commande, var pour tout ce qui va être du runtime, src, là ça va être vraiment votre code, templates pour les fichiers Twig typiquement, et puis il y aura aussi peut-être un dossier translation, si vous voulez faire des applications internationalisées, vous allez pouvoir le mettre là-dedans, vendor pour les dépendances, public pour le front controller qu'il faut exposer
sur le web quand vous avez ce genre de setup. Un petit exemple de fichier YAML, ça c'est le point d'entrée et c'est le fichier de configuration par défaut de l'injecteur de dépendance que vous récupérez quand vous faites ce composer create project. Si vous videz totalement ce fichier-là, ça veut dire que vous êtes en mode totalement manuel. C'est à vous de définir la totalité de la configuration et de la façon dont les services, donc dont vos objets, sont utilisés et s'utilisent les uns les autres. Grâce à ces services, grâce à cette configuration par défaut, vous activez plein d'automatismes qui permettent à Symfony, qui autorisent Symfony à mettre en place des conventions, qui vont être des conventions qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le développement et de ne pas avoir à se soucier de changer la configuration quand le code change. On commence d'abord par travailler le code et le but, c'est vraiment de vous permettre de rester dans le code et de ne pas passer de temps dans l'YAML pour synchroniser les deux, ce qui était quelque chose, pour les gens qui ont déjà fait du Symfony 2 en particulier et 3 aussi, qui pouvait être pénible. Voilà, tout simplement. Je pourrais vous montrer encore une fois ça. On a la possibilité d'ajouter très facilement des dépendances. Composer, Require, Twig, Annotation, Doctrine, des exemples. Debug, Profiler, Toolbar pour du tooling. Ce qui se passe, et ce qui est nouveau avec Symfony 4, c'est que non seulement ces commandes vont rajouter les dépendances dans le dossier vendor, donc le code va être téléchargé, il va être dézippé là, mais du code dans un dossier, ça ne fait pas du code fonctionnel. C'est du code, c'est tout, vous pouvez l'effacer, enfin voilà, c'est pas utilisé. Comment on fait pour utiliser du code? Il faut le configurer. Et pour le configurer, il faut rajouter des fichiers, des déclarations dans le dossier config en particulier. Il se trouve que grâce à un plugin Composer qui s'appelle Flex et qui est activé par défaut quand vous utilisez le squelette, eh ben, on va être capable d'aller télécharger des fichiers YAML par défaut et de les mettre pour vous dans le dossier config. Et en faisant ça, tout de suite, le code va être non seulement téléchargé dans le dossier vendeur, mais en plus, il va juste marcher. Il va être disponible et fonctionnel. Voilà, donc l'esprit général, c'est de dire, voilà, on fait de la feature, on fait du code, et tout ce qui est overhead du framework, on va essayer de le déléguer au framework et à des conventions, et que les conventions ensuite nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Dernier petit point, là, sur la dernière petite phrase, on va automatiser la configuration et vous fournir des messages d'erreur le plus utile possible. Parce que notre job, c'est de s'arrêter de bosser quand ça marche. Autrement dit, pendant toute la période d'avant, ça ne marche pas. Et des messages d'erreur cryptiques, on en a tous connu, c'est le pire et c'est la meilleure façon de perdre sa journée, de perdre ses heures. Et un message d'erreur bien conçu, à l'inverse, c'est ce qui permet de travailler en mode action-réaction par rapport à ces erreurs. On a passé beaucoup de temps, la communauté passe beaucoup de temps à essayer de mettre des messages d'erreur qui soient intelligibles et qui soient utiles et permettent d'agir derrière, pas seulement juste « ça ne marche pas ». Voilà, petit slide avec des superlatifs et après on pourra enchaîner sur d'autres, enfin encore qu'il reste 6 minutes. Mais Symfony, donc ça scale depuis une start-up aux grosses entreprises. Pour des petits hobbies, ça marche super bien. Très vite, vous faites des drafts, des protos. Évidemment, si vous faites de l'architecture hexagonale, ça marche aussi très bien. Il y a une continuité complète entre les deux. C'est à vous d'organiser vos équipes. Le code est là pour ça. Clean architecture, je viens de le dire. En termes de hosting, si vous avez Mozilla et que FileZilla et que vous faites du glisser-déposer pour faire vos déploiements, ça va marcher. Mais par contre, si vous faites les choses avec des vraies solutions de déploiement, ça va marcher encore mieux. Ça marche avec des petites équipes, ça marche avec des grosses équipes parce que Symfony va encourager de l'organisation et de la standardisation des pratiques. Il n'y a rien de pire que pas d'organisation dans une équipe, chacun travaille dans son coin à sa sauce, avec des variables globales qui arrivent partout pour que chacun arrive à bricoler quelque chose qui, a priori, marche, et puis, en fait, dans la durée, ça juste s'écrase. Et puis, dans la durée, pareil, ça scale, puisque vous allez faire le petit prototype qui va durer pour un projet d'étudiant, jusqu'à des projets qui vont durer des années. Et on a plein d'exemples d'entreprises qui ont commencé en Symfony 2.3, qui sont aujourd'hui en 4.1, et qui ont investi pour faire les migrations progressivement, et qui sont aujourd'hui avec la dernière expérience de développement. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour les slides. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. On s'en fiche un peu en France, mais il y a un petit truc qui s'appelle Composer Require Symfony Thanks, qui rajoute une commande Composer Thanks, qui envoie des petites étoiles sur GitHub. Si vous voulez l'envoyer, ça peut être une façon de dire merci aux gens. À moi de vous dire merci.
pas ce qu'il y aura là-dessus. Bonjour, ça c'est sympathique. Combien de personnes sont présentes ici? J'en ai aucune idée. Doit-on encore utiliser JMS Serializer? Je passe les autres, hein, parce que bonjour, c'est cool. Oui et non, ça dépend. Je pense que... Donc, il y a un composant Serializer dans Symfony qui permet de prendre un graphe d'objets et de les transformer en tableau comme structure intermédiaire, et le tableau, ensuite, de le transformer soit en XML, soit en JSON, en représentation sérialisée. Il y a JMS Serializer qui est un paquet qui permet de faire ça, et il y a Symfony Serializer qui permet aussi de faire ça. Il se trouve que JMS avait pris beaucoup d'avance en termes fonctionnels, et maintenant Symfony a énormément rattrapé son retard. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Symfony Serializer a plus d'attention aujourd'hui, donc il y a plus de gens qui le regardent et qui le font évoluer, ce qui fait que j'aurais tendance à parier sur lui dans la durée comme étant la solution qui deviendra pérenne ou qui est pérenne. JMS Serializer a encore des features qu'on n'a pas dans Symfony, donc si vous en avez besoin, ça marche super bien. Voilà. Est-ce que vous avez un module de Visual Studio Code? Pas à ma connaissance. À ma connaissance, beaucoup de monde utilise PHP Storm aujourd'hui. Il y a un plugin PHP Storm pour Symfony qui est ouf, qui rajoute des couches, enfin de la spécialisation pour Symfony. Et j'ai pas connaissance de gens qui utilisent beaucoup Visual Studio Code. Enfin si, beaucoup, mais avec des déclinaisons spéciales pour Symfony. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et la réponse à la question combien de personnes vous êtes dans la salle, c'est 250. Moi, je voulais savoir, c'était concernant l'interopérabilité de Symfony. Vous disiez que c'était interopérable, justement. Et il y a quelques jours, j'ai lu que Symfony allait quitter justement la recommandation PHP Fig. Ouais. Donc, je voulais savoir après, à l'avenir, comment ça allait se passer concernant l'interopérabilité, justement. Ouais, ok. Donc effectivement, il y a ce groupe, le PHP Fig, le Forum Interopérabilité Group, qui a démarré comme étant un regroupement des frameworks leaders sur le marché pour se mettre d'accord sur comment faire des choses en commun. Ce groupe a produit des standards qu'on appelle PSR, PSR 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18, je crois, un truc comme ça aujourd'hui. Il se trouve que le groupe, aujourd'hui, c'est l'opinion qui a été exprimée par Fabien hier avant-hier et que je partage. Il se trouve que le groupe a une conception de l'interopérabilité qui est, on crée un nouveau standard et ensuite tout le monde doit l'adopter. Ça ne marche pas avec Symfony. Ça ne marche pas avec Symfony parce que on a cette promesse de compatibilité, on a ce chemin de migration continue, et on ne peut pas dire il y a un endroit là-bas qu'on doit obtenir qui est totalement étranger, qui est ce standard, et puis techniquement aujourd'hui par contre on est là, et on va essayer de trouver un chemin pour y arriver. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un exemple qui est cette PSR qui s'appelle PSR7, qui est une modélisation des interactions requête-réponse HTTP. Et il se trouve que l'objet et le standard, les interfaces, sont juste pas possibles à implémenter, sont tout cassés. Et ça vaut pas le coup. Donc, voilà, c'est une conception que le FIG a le droit d'avoir, et on est très content. Enfin, moi, personnellement, je suis aussi content que le FIG existe et qu'il y ait des gens qui se mettent ensemble pour partager leur expertise et qui, ensuite, designent des abstractions du point de vue de l'abstraction, parce que vous savez, on est tous plutôt à se plonger dans le code et à essayer de faire un truc qui marche et qui tienne debout et de se dire, oh, ok, maintenant on va essayer de mettre des interfaces et de faire que ce soit un peu clean. Là, ils partent à l'envers, ils essaient de se dire, bon, on va essayer de faire d'abord l'abstraction, de raisonner qu'avec des interfaces et des explications sur comment elles fonctionnent, et ensuite on va fournir des implémentations et ça va être génial. C'est une super manière de concevoir quelque chose, en tout cas ça doit exister. Est-ce que ça doit ensuite dire, c'est ça la bonne manière de faire? C'est là qu'on se dissocie du FIG. Donc ça n'a pas de sens que Symfony, en tant qu'organisation, participe et du coup légitimise ce travail-là. Par contre, ce travail doit continuer, mais sans la marque Symfony dedans, puisque Symfony a aussi cette force de proposition, et la communauté a cette force de conception, et donc de propositions concurrentes. Et je vous parlais de coopétition tout à l'heure, on est exactement dans ce sujet-là. C'est de dire qu'il n'y a personne n'a le monopole de la créativité et des bonnes idées, et des mauvaises idées, évidemment. Et tout le monde doit pouvoir contribuer. Il n'y a pas de pensée unique. Et le FIG, en s'en dissociant, on casse cette idée qu'il n'y a qu'une pensée qui est la bonne, qui est celle-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on a le temps, on s'arrête là ou... C'est fini? C'était les dernières 30 secondes. Ok, j'ai pas eu le temps de faire de démo, mais merci quand même.